La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes à l'Ordre des avocats de Rennes pour cette émission. L'économie décryptée par ceux qui la font. Merci aux trois chroniqueurs du jour. Merci à Bruno Pin, directeur général adjoint de la BPGO. Merci également au bâtonnier Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Et merci à Éric Chaland-Belval, président SAS La Feuille d'Érable. Nous allons vous conter une histoire, les 20 ans d'une très belle histoire qui a débuté en Morbihan, à Arzal, avec un concept et un process venu de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne s'agit pas de bateau, mais de l'entreprise Sylvadec. Je vous demande d'applaudir non seulement sa présidente fondatrice, Bénédicte Jézéquel. Merci. Merci beaucoup Bénédicte Jézéquel d'avoir accepté l'invitation de ce TVR BPGO Business Club. Vous venez de fêter vos 20 ans. 20 ans, ça n'est pas rien pour une entreprise comme la vôtre. Oui, c'est un cap. En fait, cette célébration nous a permis finalement de se souvenir d'où on vient. Ça nous a permis de faire un point, de mettre un plan aussi pour les 10 prochaines années. Voilà, c'est un moment charnière pour une entreprise de 140 salariés. Vous avez aujourd'hui en chiffre d'affaires 42 millions d'euros. Et vous allez nous dire que pour vous, la vie est composite. Alors, il faut rappeler et signaler que vous êtes leader européen du bois composite et que cette méthode d'il y a 20 ans vient des États-Unis. Expliquez-nous le périple que vous effectuez avec votre famille outre-Atlantique pour revenir avec ce process. Il y a une vingtaine d'années, nous avions envie de créer notre propre entreprise. Et je travaillais dans la plasturgie et j'avais eu vent d'une technologie aux États-Unis qui consistait à mélanger du bois et du plastique pour en faire des produits destinés à l'aménagement extérieur. Et donc cette technologie était brevetée. Nous avons décidé de nous rapprocher de ce bureau d'études américain pour prendre connaissance de la technologie, d'évaluer ses avantages et de voir ce qu'on pouvait en faire en Europe. Alors je vais peut-être faire un petit retour même dans les années 90. Moi j'ai commencé ma carrière aux États-Unis chez IBM et je faisais du transfert de technologie dans l'encre en poudre des États-Unis vers la France. Donc cette expérience préalable m'a quand même beaucoup aidée. Et donc, lors de ce voyage, donc on se dit que cette technologie qui était balbutiante aux États-Unis pouvait présenter aussi un intérêt en Europe. Et donc, avec mon associé qui avait, lui, une grosse expérience dans le commerce international, on a décidé de créer notre entreprise. Donc, c'était quand même un sacré challenge puisque c'était nouveaux produits, c'était de l'industrie, donc des capitaux, nouveaux marchés. Et en fait, c'était des produits destinés quand même à l'industrie du bâtiment. Et nous, on avait travaillé avec mon associé quelques années auparavant dans le Rhône et dans l'industrie automobile. Donc c'était vraiment, pour nous, il y avait beaucoup de nouveautés. Et donc on a été accueillis par une communauté de communes dans le Morbihan, à Musillac. Et donc ils ont fait construire un bâtiment adapté à nos besoins. Donc ça, c'était déjà en fait quelque chose qui nous a permis de nous lancer. Donc lorsqu'on a créé l'entreprise, donc on s'est appuyé sur 3 commandes qu'on avait eues pour pouvoir donc démarrer. On avait eu deux industriels de la Porte et un industriel qui s'appelle Zodiac, qui avait été très connu et qui avait une division piscine hors sol.
Et en fait, donc, grâce à ces 3 commandes, on a réussi à avoir des financements. Donc c'était la Banque Populaire, notre premier banquier, et qui nous a en fait permis de démarrer également. Et Ça sert d'avoir un bon banquier. Tout à fait, tout à fait. Merci Stéphane. Non, mais de toute manière, en général, on ne se fait pas tout seul. C'est un écosystème, donc on réunit en fait différents acteurs. Il y a eu la communauté de communes d'Arzal, enfin de Musillac, mais c'était sur la commune d'Arzal. Il y a eu la Banque Populaire. On a eu 3 commandes, et donc et finalement avec les industriels de la Porte, ça n'a pas fonctionné. Mais on a toujours, on fait toujours des piscines hors sol plus pour Zodiac, mais le Zodiac a revendu son activité plusieurs fois. Enfin, l'activité a été revendue plusieurs fois et nous, on a toujours suivi. Donc, mais ça a été le début de l'aventure. Ça a été le début de l'aventure. Alors après, ça a été un démarrage industriel un peu compliqué, puisque finalement, les deux premières commandes, ça n'a pas fonctionné, puisque on avait des verrous technologiques qu'on n'a pas réussi à franchir. Et finalement, aux États-Unis, avec cette technologie, ils faisaient des lames de terrasse. Et donc on s'est dit, nous on va faire aussi comme les Américains, on va se lancer dans la terrasse en bois composite. Et on a présenté le concours de l'innovation à Batimat en 2003 et on a eu la médaille d'or. On a été très très fiers, ça a été un moment magique pour nous, puisqu'on a été primés devant Saint-Gobain pour des innovations, etc. Et on a eu de belles retombées presse. Alors ils sont venus quand même avec leurs questions, ils vont les poser. Bruno Pin. Vous nous parlez beaucoup d'innovation, parce que le produit que vous venez de nous expliquer est porté sur beaucoup de technologies d'innovation, mais vous parlez aussi beaucoup de durabilité, de responsabilité. Cet élément, pour vous, dans le développement de votre entreprise, ça porte quelle valeur, quel fondement par rapport à l'histoire que vous avez créée? Je dirais le goût de l'aventure. Donc on a beaucoup voyagé, mais malgré tout, on se dit toujours ce qu'on peut faire en local, on ne va pas aller le chercher ailleurs. Donc nous, lorsqu'on achète en local, enfin quand je parle de local, je parle à l'échelle de l'Europe, on se dit, on maîtrise mieux aussi les composants qui sont mis dans les matières premières qu'on va acheter. On s'est toujours débrouillé pour pouvoir se sourcer au plus près, en Morbihan. On a installé une usine de farine de bois en Morbihan, qui est la matière première essentielle, puisqu'on mélange en fait des copeaux sciure de bois finement broyés, c'est de la farine de bois, avec de la poudre de plastique, vierge ou recyclée. Et en fait, en ce qui concerne la farine de bois, on a créé en association avec une des plus grosses scieries bretonnes, une petite unité de valorisation de poudre de bois, en fait, de copeaux et sciure, pour faire notre matière première essentielle. Donc là, c'était effectivement un exemple d'économie circulaire. Mais au-delà de ça, on a quand même le souci de s'approvisionner au plus près pour pouvoir maîtriser, par exemple, les colorants, les composants qui sont contenus dans les colorants qu'on utilise. On ne va pas aller, je dirais, les sourcer en Asie du Sud-Est parce que voilà, on veut être sûr de la composition, on veut être sûr qu'ils ne contiennent pas des métaux lourds dangereux. Enfin voilà, et donc et là, nous, on est assez fiers finalement de ce qu'on a fait, puisque finalement, s'approvisionner en local, cette année, ça nous a servi, puisqu'on n'a pas eu de pénurie, en fait, nous, de matières premières, puisqu'en fait, on avait des fournisseurs fidèles et locaux. Donc finalement, nous, cette année, en 2021, malgré la pénurie des matières premières, on a réussi à faire 30% de production en plus. Donc le local, ça peut servir. Maître Hélène Ledic-Baron. Bénédicte Jézéquel, donc vous nous avez indiqué que vous avez été accueilli par la communauté de communes de Musillac, mais transposer ce rêve américain, partir de l'estuaire de la Vilaine pour conquérir l'Europe, est-ce que ce n'était pas non plus un choix audacieux de s'installer en territoire comme ça pour conquérir l'Europe avec ce beau projet? Oui, alors moi je suis bretonne, donc c'est déjà ça a été une des raisons d'implantation en Bretagne. Effectivement, on est fortement attaché à notre territoire, mais je trouve que la Bretagne, justement, c'est un territoire de réseau qui permet d'aller plus loin. Et il y a quand même beaucoup d'associations. Enfin, moi, j'étais par exemple à l'APM. Enfin, et on rencontre grâce aux industriels que j'ai pu rencontrer, ça nous a permis d'aller plus loin. Si on revient un petit peu en arrière aussi, moi j'avais quand même une petite expérience internationale, mon associé aussi. Et donc lorsqu'on fait des salons internationaux, finalement, on a pu, je dirais,
nouer des contrats avec des clients à l'étranger, finalement de façon assez naturelle. Le marché du composite, donc, qui est un marché de niche, mais qui est quand même en forte croissance. L'essentiel de ce marché se trouve en Allemagne. Et, on a implanté une usine en Bavière, ça fait 4 ans. Et ça s'est fait assez naturellement. Il y a un écosystème aussi économique important en Bavière, un peu comme en Bretagne. Et il y avait des similitudes, des valeurs communes qui nous ont permis en fait, de nous implanter, je dirais, avec succès en Bavière. Voilà, avec des passerelles un peu naturelles. Éric Chalon-Belval. Oui, Bénédicte, on va reparler d'économie circulaire, parce que quand j'ai commencé à comprendre comment vous fonctionnez, j'étais extrêmement surpris de la pertinence de l'analyse que vous aviez sur le cycle de vie global des produits. Alors, vous avez expliqué que vous sourciez énormément les coproduits au départ, en étant local. Ensuite, vous formez votre produit. Mais que devient en fin de vie ce produit? Et je crois que vous êtes vraiment intéressé à la fin de vie pour que la boucle soit bouclée, que vous soyez aussi pertinent sur la fin de vie du produit. Oui, on a mis en fait en place un dispositif qu'on appelle l'EcoBox. C'est-à-dire qu'on a mis en place un circuit logistique pour récupérer en fait les chutes de chantier chez des installateurs, poseurs, enfin des paysagistes et des menuisiers partenaires. Donc on leur fournit des caisses métalliques et lorsqu'elles sont pleines en fait, de chutes, on vient les collecter. Mais au-delà de ça, à titre d'exemple, nous avions vendu des pontons au port de la Roche-Bernard, qui est donc une commune voisine d'Arzal, où nous sommes installés, il y a une quinzaine d'années. Et en fait, ces pontons ont subi, je dirais, les tempêtes. Et le capitaine, le responsable du port, a souhaité renouveler les pontons et s'est rapproché de nous. Et donc, nous, on lui a proposé de récupérer toutes les anciennes planches et qu'on a en fait broyé et réintroduit dans notre système de production. Et en contrepartie, on lui a fait un prix en fait beaucoup plus intéressant, puisqu'on lui a fait un rabais qui correspondait en fait à la part de la matière première qu'on avait pu récupérer. Donc 15 ans après, on a réutilisé la matière. Vous êtes sacrément vertueux dans votre entreprise. Non, je vous remercie. On ne le dit pas assez parce que notre c'est incroyable d'avoir cette d'étendre au plus voilà. On est en train de mettre en place ce système d'EcoBox également en Allemagne. Après, évidemment, il y a des contraintes, je dirais, des distances qui font que lorsqu'on vend, par exemple, effectivement, en Ukraine ou en Pologne, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais en tout cas, on essaie de faire au mieux, au plus près. Si je vous dis fierté, innovation, exploration, circularité, ce sont des mots qui collent parfaitement à votre entreprise Sylvadec? J'espère, oui. On a une cellule R&D, donc on a sur les 140 personnes, on est une société assez technique, qui a à peu près une vingtaine d'ingénieurs, mais on a une dizaine de personnes finalement qui sont affectés uniquement à la recherche et développement. Alors il y a une partie formulation et une partie conception de produits et d'accessoires. La partie formulation, on essaie d'innover et de substituer parfois aussi, par exemple, on a des projets d'utilisation de marc de café ou d'autres fibres, ou d'autres à la place de la farine de bois. En fait, de collecter un maximum de déchets en fait à base de cellulose et de plastique. Bruno. Vous venez de fêter les 20 ans de l'entreprise. 20 Oui. ans, c'est le bel âge, c'est un âge jeune. Merci. Qu'est-ce que vous voulez raconter ou qu'est-ce que vous racontez à vos collaborateurs pour les 10 ou les 20 ans qui viennent? Quels sont les projets, les envies, les innovations que vous voulez porter avec eux? Oui, donc en fait, je dirais qu'on voudrait continuer à améliorer en fait le bilan carbone de nos produits. Donc on a mis en place on avait mis en place il y a quelques années une unité de valorisation de fibres de bois. Et là, on voudrait faire la même chose pour le plastique, utiliser de plus en plus de plastique recyclé. Alors c'est des plastiques peut-être que, je dirais, les gros du recyclage ne vont pas utiliser, mais des plastiques peut-être un peu moins propres, parce que nous on mélange du bois et du plastique déjà, donc c'est déjà un mélange qui nous permet on mélange une charge bois, donc on n'a pas besoin de plastique aussi pur que du plastique qu'on pourrait utiliser par exemple dans l'injection, dans l'extrusion de pièces techniques, hyper techniques. Hélène? Vous êtes installé à la fois en Bretagne, mais également en Bavière. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des liens entre les deux. Est-ce qu'il est plus facile d'entreprendre en France ou en Allemagne?
Vaste question. Alors, lorsque moi j'ai créé l'entreprise en 2001 en France, moi j'étais assez bluffée en fait par tous les systèmes d'accompagnement qu'on pouvait avoir en France. Nous, à l'époque, on avait eu des subventions de l'ADEME, de l'ADRIR, qui est enfin l'ADREAL de maintenant. On avait eu il y avait quand même beaucoup de subventions directes et on avait été vraiment très bien accompagnés par la communauté de communes. Il y avait une animatrice économique qui qui nous avait connectés en fait avec les différentes institutions. Donc, je trouve qu'à ce titre-là, on avait été quand même plutôt très bien accompagnés. Alors en Bavière, on a la même chose, on a l'équivalent, il y a Invest in Bavaria, qui est un organisme économique qui accompagne aussi très bien. Alors on n'est pas arrivé dans le même contexte, puisque en fait en France c'était nouveau marché, enfin on créait tout, donc c'était très compliqué. Lorsqu'on s'est implanté en Bavière, en fait on maîtrisait la techno, on avait des clients. La question qu'on se posait à l'époque, c'était le recrutement. Les difficultés qu'on peut retrouver en France actuellement. Et là, je dois avouer que finalement, pourtant, notre usine en Bavière est située à 40 km du siège d'Audi, hein, donc avec un chômage autour de 1-2%. Et finalement, on n'a pas eu tellement de difficultés à recruter en Bavière. Et ça a été notre belle surprise. On y a travaillé, hein, ça n'a pas été, mais on a peu de turnover parce qu'en fait, en Allemagne, je dirais que l'industrie, aller travailler en usine, c'est normal. Et donc, nos ouvriers sont correctement payés. Hein. Le niveau de salaire en Bavière est largement supérieur à la France, mais par contre, pour l'employeur, c'est pas forcément plus cher, puisque en fait, on a 20% de charges patronales en Bavière contre 40% en France. C'est différent, mais les deux systèmes fonctionnent. La fiscalité est un peu moins compliquée en Bavière, quand même. En France. Éric. Oui, Bénédicte, je crois qu'en France, c'est 3 chefs d'entreprise sur 7 qui sont des femmes. D'après vous, qu'est-ce qui bloque la progression des femmes à devenir chefs d'entreprise? Et en creux, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est d'avoir côtoyé les États-Unis et l'esprit entrepreneurial? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le fait d'avoir un conjoint qui vous a permis de le faire? On dit souvent derrière un chef d'entreprise, il y a une conjointe ou un conjoint. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a poussé à devenir chef d'entreprise. Je pense qu'effectivement, par exemple, l'expérience américaine, où on a quand même un esprit pionnier, ça a été un facteur facilitant. J'ai un père chef d'entreprise aussi, donc je dirais qu'il y avait certainement eu une transmission de l'aventure entrepreneuriale. Après, j'ai mon mari qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc, il y a aussi, je dirais, autour de moi, tout un écosystème qui s'est mis en place et qui m'a soutenue. Après, qu'est-ce qui bloque les femmes, finalement difficile de dire. Hein. Moi, j'avais une famille qui m'a soutenue. Hein, donc, le plafond de verre, moi, je l'avais pas dans la famille au final. Donc, dans ma cellule R&D, je dois avouer que sur les 6 ou 7 ingénieurs, j'ai une femme. Et c'est une femme que je viens de recruter. C'est la première en 15 ans. Donc, peut-être que les femmes aussi, se sentent, moins proches des sciences dures, ont plus de difficultés finalement à s'approprier les sciences dures, je n'en sais rien. Moi, j'ai bénéficié d'un écosystème qui m'a permis de m'épanouir, quoi. Alors, il y a cette volonté aussi de travailler avec les CEAT. C'est important aussi pour vous d'avoir ce regard auprès des entreprises. Ah oui. C'est vrai que depuis le début, on travaille aussi avec des ESAT. Hein. Finalement, nous, on est 140 personnes. Il y a beaucoup de gens différents. Et le handicap aussi, ça fait effectivement partie de la vie. Alors, moi aussi, c'est dans mon histoire personnelle. J'ai grandi avec un cousin trisomique. Donc, finalement, j'étais pas dans le premier cercle. Donc, ce qui est parfois peut être dur lorsqu'on a un frère ou une sœur handicapée. Moi, j'étais que la cousine. Donc, finalement, moi, ça m'a appris la différence sans avoir... peut-être j'en ai pas aussi souffert parce que je pense que c'est quand même parfois la différence peut engendrer quand même. Je vois mes cousins qui étaient frères de ce cousin trisomique ont quand même beaucoup plus souffert que moi, mais moi ça m'a apporté, ça m'a vraiment, ça m'a permis de m'ouvrir à la différence. Et puis j'ai quelques salariés handicapés chez moi dans l'entreprise et
une fois qu'on a réussi finalement à les intégrer, et finalement c'est des gens fidèles. Enfin, j'ai un salarié qui est bipolaire et finalement qu'on a aidé depuis le début, ça fait 15 ans qu'il est chez nous. C'est le plus fidèle. Enfin, je pense qu'il y sera jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. Voilà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat avec du cœur et sensible aux différences. Bruno, il nous reste 5 minutes. Vous êtes dans l'innovation, vous avez un produit qui maintenant a fait ses preuves, vous avez un marché qui est établi. Face à vous, j'imagine que les concurrents ne tardent pas à évoluer aussi. C'est quoi le point qui fait que cette durabilité, vous l'avez, ces 20 ans sont là et les 20 ans à venir sont encore là, par rapport aux mastodontes qui sont en train de venir en Europe et dans le monde? Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors nous, on est toujours sur des marchés de niche, donc finalement, même effectivement, il y a des grosses entreprises qui se sont lancées dans le composite, mais un peu plus tard que nous. Alors nous, si vous voulez, les premières années ont été compliquées. On a eu on a les premières commandes qu'on devait avoir. Finalement, ça s'est pas concrétisé. Donc on a mis 3 ou 4 ans à être rentable. On n'a pas créé notre entreprise pour l'argent. Donc finalement, lorsqu'on a commencé à faire des bénéfices, on a toujours réinvesti, toujours. Et donc on a eu un outil industriel qui finalement a grossi avec le marché. Et avec aussi la volonté de satisfaire nos clients. Donc, bien sûr, on veut en vivre, et on en vit d'ailleurs, mais c'est qu'on a toujours finalement réussi à avoir une taille d'entreprise qui était cohérente avec nos clients. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Allemagne, on avait nos premiers clients allemands, on les a eu qu'en 2008-2009, parce qu'auparavant on savait qu'on était trop petits et qu'on avait des demandes, mais on n'aurait pas été capable de les fournir. Donc on a toujours essayé en fait d'adapter nos clients et de prendre les clients qu'on était capable de prendre et de pas d'essayer d'adapter vraiment notre outil industriel au marché qu'on visait en fait. Hélène. Vous étiez présente au Forum économique breton, ouais. Et vous avez interpellé les politiques présents sur la problématique du logement dans les territoires pour permettre le recrutement de nouveaux salariés. Est-ce que vous avez un message à faire passer ce soir sur cette problématique? C'est une problématique énorme. C'est à tel point que même on envisage, nous, dans le cadre je me suis rapprochée du maire de la commune et avec d'autres industriels de notre commune, c'est peut-être de faire construire des petits collectifs adaptés pour pouvoir effectivement loger de nouveaux employés. En fait, effectivement, il y a un tsunami qui nous arrive, quoi, clairement. Parce qu'on n'a pas du tout une politique du logement qui est, pour l'instant, je dirais, adaptée aux futurs besoins de la Bretagne. Et effectivement, ça peut être un frein extrêmement important. Moi, j'ai fait venir une Belge, ça fait 2 ans. Elle a mis 6 mois à trouver un logement, quoi. Et c'est pas du tout finalement ce qu'on avait imaginé, ça fait quelques années. Et donc, effectivement, il va falloir que la région Bretagne libère les énergies pour qu'on puisse construire facilement des petits collectifs ou des petits immeubles pour les employés. Alors, en 1 minute, la question et la réponse. Éric. Je voulais vous parler du coût du local, c'est-à-dire que vous avez pris la décision d'acheter local, y compris les couleurs, vous l'aviez dit. Vous pourriez acheter en Chine vos coproduits, vous pourriez acheter en Chine vos couleurs. Vous l'achetez local, ça vous coûte plus cher. Vous arrivez à faire des réductions sur d'autres coûts dans vos marges, ou comment faites-vous pour réussir, ou est-ce que c'est moins cher malgré tout? 30 secondes. En fait, le cours des matières premières est mondial. Donc finalement, c'est pas sur la matière première qu'on va gagner beaucoup en achetant en Chine. C'est sur la main-d'œuvre. Alors, ce que je pense qu'il faut viser, c'est l'automatisation quand même en Europe, même si le coût de la main-d'œuvre en Chine aussi a tendance à augmenter. Mais lorsque, en fait, là, on décide d'acheter en local, c'est qu'il faut on regarde tout globalement. C'est-à-dire que lorsque vous achetez en Chine, lorsqu'il y a une pénurie, vous faites venir par avion. Donc déjà, ça vous coûte très cher. Parfois, vous avez quand même des soucis de qualité. Les certificats sont pas toujours, hyper exacts, on va dire ça comme ça. Donc, lorsque vous devez refaire faire en urgence en Europe, il faut avoir le fournisseur alternatif qui va pouvoir le faire. Donc finalement, lorsqu'on met bout à bout toute la chaîne,
Finalement, c'est pas, pour nous, ça a toujours été je dirais pas plus cher d'acheter en Europe. Et cette année, ça nous a vraiment servi avec ces containers, le coût de la logistique qui est monté, et la logistique a été totalement désorganisée depuis l'Asie du Sud-Est. Eh bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bénédicte Gézéquel, leader européen en bois composite, l'entreprise Sylvadec, implantée à Arzal, en Morbihan. On peut l'applaudir. Et avec ces applaudissements, l'ensemble des salariés qui œuvrent depuis 20 ans et évidemment, le meilleur sera à venir. Merci d'avoir fait escale pour ce TVR BPGO Business Club. Passez une excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.